Alors cette force politique bouddhiste va rester présente, bien ancrée, y compris à travers l'indépendance de la Birmanie en 48, et puis ensuite il va y avoir une autre période, plus ou moins démocratique, peut-on dire, mais qui va mener plus loin, on avance un peu dans l'histoire, vers 60-62, à cette junte militaire qui va prendre le pouvoir, qui va s'étendre pendant une soixantaine d'années. Et donc ce nationalisme bouddhiste va perdurer finalement, avec y compris cette blessure de l'immigration passée, et ces Indiens, ou en l'occurrence dans l'état du Rakhine, les Bengalis, qu'on surnomme les Rohingyas. Et donc ce qui nous mène justement à cet épisode fâcheux, Oui. avec des tendances Oui, alors là, euh, bon, on a parlé extrémistes. voilà, on a parlé de la Birmanie en général, mais j'avais annoncé qu'il fallait quand même se focaliser Oui. sur l'endroit où ça se passe aujourd'hui, Oui. c'est-à-dire l'État L'État Rakhine, du enfin Rakhine, oui. l'Arakan, qui à la fois rentre dans son schéma global, bien sûr, Oui. mais connaît un certain nombre de conditions particulières. Uh-huh. Il faut bien comprendre que pour l'Arakan, la coupure entre Inde et Birmanie qui s'est passée donc moins avec l'indépendance de 48 que dès 1937, Uh-huh. avec la rupture au sein même de la configuration coloniale Mhm. entre Inde et Birmanie, est catastrophique. Mhm. Parce que reste du côté de l'Inde toute la région côtière la plus riche, y compris la plus grande ville de la région, le plus grand port, Chittagong. Oui. Oui. Et donc on a une sorte d'interland appauvri, marginalisé, qui est coupé des zones les plus dynamiques, Mhm. qui sont des zones côtières, qui restent du côté de l'Inde et qui ensuite étaient partie composante du Pakistan oriental et puis devenues en 1971 Bangladesh. Et puis, ça ne s'arrange pas avec l'évolution générale de la Birmanie, Oui. qui, donc après l'indépendance, voit, disons globalement, évidemment, d'énormes difficultés dans tout genre, y compris sur le plan économique et social pour la population birmane, et Oui. des difficultés redoublées par le caractère marginal sur le plan géographique, sur le plan ethnique aussi, parce que les bouddhistes rakhines Oui. eux-mêmes forment une minorité Bien ethnique, sûr, enfin, oui, une oui. population différente Oui. de la majorité bama. Ah. Et cette minorité rakhine, Oui. elle se trouve elle-même extrêmement marginalisée, Voilà. mise en grande difficulté par Avec un problème des ressources, notamment. le système politico-social Oui. qui règne très, 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 très catastrophique, enfin qui a appauvri considérablement le pays Les bouddhistes en rakhines, général, qui mais constituent 2 tiers. mais la Rakhine en particulier. Oui. Oui. Et donc avec une marginalisation ethnique, une Oui. marginalisation politique, Voilà. et puis donc dans ce contexte, évidemment, une sensibilité particulièrement forte Ah. à la persistance d'une migration importante liée tout simplement au fait que c'est la région la plus proche du Bangladesh, qu'elle est frontalière, et puis que c'est une frontière dans des régions montagneuses qui est tout à fait impossible à contrôler, et qu'on continue à avoir de façon régulière des migrants du Bengale qui viennent renforcer la population musulmane qui existe déjà. Et donc une sorte de levée de bouclier de plus en plus importante, mais qu'on peut retracer sur les 50 dernières années, Oui. des Rakhines qui restent majoritaires, qui se sentent mis en danger, alors certes par l'État birman, par l'armée birmane, Oui. mais aussi concrètement sur le terrain, par des migrants dont il faut dire d'ailleurs Oui. que bien souvent, ce sont des gens plutôt plus dynamiques et entreprenants Oui. que de meilleurs riziculteurs. Oui, Les voilà. Bengalis sont d'excellents riziculteurs, parmi les meilleurs D'où au cette monde. crainte de paupérisation. Oui. Sont souvent des commerçants également, Oui. et donc une crainte d'une seconde marginalisation. Oui, Déjà oui, une oui. première marginalisation au sein de la Birmanie, de une la seconde Birmanie, marginalisation au dans leur sein de propre l'État du province, Rakhine, oui. du fait Rakhine. de cette immigration très majoritairement musulmane venue du continent, d'où une tension croissante qui n'existe pas tant que ça dans le reste de la Birmanie. Oui. Il y a des minorités musulmanes qui existent dans toutes les grandes villes de Cohabitation Birmanie, qui qui fonctionne bien, cohabitent, finalement. bon, plus Bah, ou moins plus ou bien, moins plutôt bien. un peu moins ces dernières années, mais Ah. qui globalement continuent à fonctionner. Vous trouvez des mosquées non loin de temples bouddhistes dans les grandes villes de Birmanie, et
bon, la coexistence se fait quand même, somme toute, assez bien. Oui. Et là, par contre, dans l'Arakan, incontestablement, les tensions sont de plus en plus fortes. Mais j'insiste sur le fait que, bon, un conflit religieux vient se greffer sur un antagonisme que je considère comme, à la base, davantage, disons, à la fois ethnique et économique, ou socio-économique, que strictement religieux. Simplement, il se trouve effectivement que cette population rakhine bouddhiste se trouve concrètement confrontée à une population immigrante très majoritairement musulmane. Et évidemment, ce qui va, et là c'est très important d'insister là-dessus, les médias le font très peu, ce qui achève dans la période récente de rendre ce conflit presque insoluble, c'est la mobilisation croissante de ces populations qui sont, pour la plupart d'entre elles, des immigrants, même s'il y avait déjà des musulmans donc, qui étaient présents, comme je l'avais indiqué, depuis plusieurs siècles dans la région. La tendance croissante, mais très récente, qui date guère d'avant les années 1960, de ces musulmans bengalis de l'Arakan, de se présenter comme une minorité ethnique à part entière, les Rohingyas, ce qui veut dire d'ailleurs en langue bengali les Arakanais tout simplement. C'est toujours qui n'ont pas été reconnus comme tels en 82 d'ailleurs. C'est vrai que ça pose un problème. Ils ne sont pas reconnus. Imaginez que, par exemple, dans la France d'aujourd'hui, telle ou telle population migrante, au lieu de revendiquer simplement, si je puis dire, des droits égaux de citoyenneté, des droits sociaux, économiques, éducationnels, etc., égaux à ceux de la population française en général, cherche à se promouvoir en tant que minorité ethnique marginalisée, qui n'a pas de territoire ou d'auto-administration et revendique, par exemple, là où elle est la plus importante, la plus nombreuse, une forme d'autonomie interne, puisque dans le système birman, un système très fédéraliste, très lié, disons, au communautarisme anglo-saxon, d'ailleurs, que les Britanniques instaurent dans pratiquement toutes leurs colonies, se faire reconnaître comme minorité, ça implique pratiquement d'obtenir un territoire à part, qu'on auto-administre, et qui permet une promotion, évidemment, des élites de cette population. Sauf que, concrètement, dans l'Arakan, les populations sont extrêmement mêlées, extrêmement mélangées, et donc c'est considéré comme inacceptable par les Rakhines que de voir se constituer dans leur état même, disons, une entité politique plus ou moins autonome, Rohingya. Donc le terme même de Rohingya pose énormément de problèmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les conflits actuels, on voit ça par exemple, y compris dans le communiqué qui a été signé hier, pas plus tard qu'hier, entre le Bangladesh et la Birmanie, pour un retour organisé d'une partie au moins des réfugiés sur les territoires birmans. Le terme même de Rohingya n'est pas utilisé. On parle aujourd'hui, le terme officiel qui a été utilisé par Aung San Suu Kyi, qui est un progrès d'ailleurs par rapport auparavant. Auparavant, en Birmanie, on parlait que d'immigrés bengalis. Aujourd'hui, elle parle de communes, ce qui est plus légitime, effectivement, de communautés musulmanes de l'Arakan. Mais le terme même de Rohingya est un terme qui est considéré comme inacceptable et qui, effectivement, pose énormément de problèmes et, à mon sens, complique énormément toute possibilité de solution. Parce qu'autant beaucoup de Birmans seraient sans doute prêts à accepter une forme d'égalité de droit en tout cas la plupart des musulmans de l'Arakan avec le reste de la population, autant, effectivement, avec quand même des arguments qui méritent considération, l'immense majorité, je dirais la quasi-totalité de la population, y compris les minorités, par exemple chrétiennes, que sont les Kachin ou les Karen, refusent tout à fait que cette population, qui est quand même très massivement immigrée, pas forcément de fraîche date, mais enfin immigrée depuis quelques dizaines d'années, la plupart d'entre eux seulement, puissent
puisse être considéré comme, et reconnu en quelque sorte, nationalement et internationalement, comme une entité ethnique à part entière qui effectivement paraît quand même largement un artefact de fraîche date, puisqu'à l'époque coloniale en particulier, sur ces 135 nationalités reconnues, on n'avait pas les Rohingyas, et d'ailleurs à l'époque il n'y avait aucune revendication de la part des ancêtres de ceux qui s'intitulent Rohingyas aujourd'hui d'être reconnus comme une minorité ethnique. Voilà, donc finalement, un problème de reconnaissance d'une ethnie qui est elle-même en rapport avec une autre ethnie, des extrémismes qui poussent finalement à des tensions, même armées, avec ce qui s'est passé en août 2017, et donc un conflit très important sur place, très difficile d'observer ce qui se passe réellement. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que 600 000 de ces Rohingyas ont dû quitter le territoire Rakhine. Phénomène assez large, vous le disiez, qui ne se concentre pas que sur cet état-là, mais qui s'ouvrait sur une migration plus massive. Quelques mots pour conclure là-dessus, justement, sur cette migration massive, Jean-Louis Margolin. Il faut voir quand même que c'est un problème qui ne concerne pas seulement la Birmanie, mais qui concerne l'ensemble des populations, disons, des minoritaires, tant de l'Inde que de la Birmanie, qui se trouvent un peu sur les hautes terres, qui environnent, qui forment une sorte d'amphithéâtre du côté nord et du côté est, autour du Bengale. Bengale, dont il faut dire que si on réunit l'ensemble des Bengalis, tant indiens que bangladeshis, ça forme à peu près 200 millions de personnes sur un petit territoire, une masse de population absolument énorme, et qui tend à se porter un peu sur les terres qui sont moins peuplées, périphériques. Et donc on voit par exemple, même si ça n'a pas provoqué évidemment des affrontements du même type du même gravité, Dieu merci, qu'en Birmanie, on trouve dans le nord-est de l'Inde, dans les provinces indiennes de l'Assam, Nagaland, Tripura, Manipur, etc., ce qu'on appelle parfois les 7 sœurs, il y a 7 États, on trouve là aussi des réactions très violentes, parfois d'ailleurs des combats localisés contre les immigrants bengalis, et une demande constante de ces États auprès de l'administration centrale indienne de New Delhi, de fermer le plus complètement possible la frontière. Il y a depuis d'assez nombreuses années, une forme de mur, une clôture continue autour du Bangladesh pour essayer de bloquer l'immigration vers l'Inde. Donc ce problème qui touche la Birmanie est un problème plus général, disons, de coexistence vraiment difficile aujourd'hui entre ces populations du sous-continent, essentiellement du Bengale, et puis ces populations très différentes ethniquement, religieusement, mais aussi très marginalisées dans un cas comme dans l'autre, et donc qui se sentent en danger, qui se trouvent soit en Inde, soit en Birmanie. Et puis dernier point sur lequel je voulais insister, c'est le fait qu'on autant on a donc une minorité musulmane en Birmanie, autant on a également une minorité bouddhiste et également des minorités chrétiennes dans les régions avoisinantes du territoire du Bangladesh, ce qu'on appelle les Chittagong Hill Tracts. Problème plus large qu'on devrait évoquer. Et on a une sorte de jeu de ping-pong absolument délétère, puisque les persécutions d'un côté, là où les musulmans sont minoritaires, contre les musulmans, entraînent, là où les musulmans sont majoritaires, côté Bangladesh, des persécutions, depuis déjà d'assez nombreuses années, des temples brûlés, etc., contre les minorités elles-mêmes bouddhistes et chrétiennes. Et évidemment, tout ça se sait, c'est les mêmes populations, les mêmes ethnies, de part et d'autre de la frontière, se sait et entraîne des représailles de l'autre côté, donc une sorte de jeu de ping-pong, avec une forme de surenchère constante dans la violence et dans les mobilisations sur une base effectivement de plus en plus nettement religieuse qu'il faudrait essayer d'interrompre et avec les gens raisonnables, c'est-à-dire non pas en jetant l'huile sur le feu comme tendent à le faire les médias internationaux, les ONG, etc., en demandant une condamnation pleine, entière, vigoureuse, totale de la Birmanie, qu'on retire son prix Nobel à Aung San Suu Kyi. Bon, ce qui ne ferait en fait qu'encourager les extrémistes des deux camps,
tant du côté bouddhiste que du côté musulman, des extrémistes qui sont à l'œuvre des deux côtés, hein, pas seulement du côté bouddhiste. Oui. Et il s'agit au contraire que les modérés, ceux qui cherchent une solution raisonnable, une forme de coexistence pacifique entre les ethnies, Oui. avec le moins de polarisation possible, et qui cherchent au fond à obtenir une forme d'égalité de droit plus que la promotion systématique de chaque communauté, Oui. triomphe, hein, et puis permettent de juguler de part et d'autre les extrémistes. Merci Jean-Louis Margolin.